Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cet épisode 40 du Legal Club Sandwich. Et voilà, cette émission, pour rappel, elle s'adresse à tous les membres de la communauté juridique et à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie et en celle de nos invités, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Et vous allez voir, aujourd'hui, c'est encore une invitée exceptionnelle qui nous rejoint pour l'émission. Cette saison 4, on se retrouve le mardi à 12h pétantes, une fois tous les 15 jours et toujours évidemment dans la bonne humeur. Donc je me présente, je suis Audrey Deléris, manager chez Fed Legal, le cabinet de chasse de tête juridique et fiscale. Et j'y accompagne les entreprises de l'industrie et des services, de la start-up au groupe de CAC 40 pour le recrutement de directeurs juridiques et fiscaux, mais aussi pour leurs équipes. Je suis également la cofondatrice du Fit Network pour French Lawyers in Tech, créé avec mon acolyte Pierre Landy, que vous voyez aussi sur l'écran. C'est le réseau qui compte près de 400 juristes en start-up et dans la tech. Et d'ailleurs, on a fêté nos 3 ans la semaine dernière. Nous avons oublié Pierre, nous allons y remédier. Donc pour cette saison 4, on anime à tour de rôle l'émission et nous sommes 3 chroniqueurs. Donc je me suis présentée, je laisse à Lindia le soin de continuer. À toi, Lindia. Merci Audrey, bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est une émission pas comme une autre puisque notre ami Pierre Landy est en convalescence. Donc nous avons décidé avec Audrey de prendre les rênes de l'émission et de laisser le chat à Pierre. C'est lui qui répondra à toutes vos questions, c'est lui qui répondra qui répondra en direct et qui posera aussi sans doute des questions. Mais pour une fois qu'on a les rênes, on lui a retiré sa robe d'avocat. Alors profitons-en Audrey, profitons-en Marie, pour une fois qu'on ne va pas l'entendre. C'est moi qui et c'est moi qui ai l'honneur de le présenter. Pierre Landy, il est avocat au barreau de Paris. Il est passé par des boîtes que tout le monde connaît comme Disney, comme Yahoo ou encore Ledger. Il est également cofondateur d'Enco, une alliance d'avocats représentant les 5 principaux marchés de l'IMIA. Pierre propose également ses services de mentoring. Alors, je précise mentoring juridique et autres. Il accompagne les équipes en leadership, donc à destination des directions juridiques, mais de toute autre direction également, et notamment des COMEX, principalement dans les startups et dans la tech française et internationale d'ailleurs. Voilà, Pierre, tu peux me faire signe, ça va, j'ai pas dit de bêtises, c'est OK. Bon, merci. Et du coup, ça va être à mon tour de me présenter. Donc, Lindia, moi, je suis coach et formatrice en communication depuis maintenant 15 ans. J'accompagne mes clients et leurs équipes sur leur prise de parole, que ce soit en média training ou en coaching individuel. Et je propose également des formations au théâtre pour travailler sur scène, révélateur de personnalité, et c'est bien ça le sujet qui m'intéresse, travailler avec la personnalité de chacun pour trouver et ciseler une communication qui vous ressemble. Je suis également certifiée en Process comme modèle, un outil formidable pour comprendre les codes de la communication et que tout se joue au-delà des mots. Merci Lindia pour cette double présentation. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, aussi Pierre, même si en effet, aujourd'hui, c'est un peu girl power. Voilà. Mais Pierre, en tout cas, est là comme vous pouvez le voir. Et donc, il est temps de présenter notre invitée, donc Marie Champet. Marie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce Legal Club Sandwich et tout particulièrement parce que Pierre, on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant et donc je suis vraiment heureuse de participer à cette émission avec vous et Lindia aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années maintenant, mais j'aurai l'occasion de raconter mon histoire avec chacun un peu plus tard. Et Audrey, on se connaît depuis plus récemment, mais je suis aussi très heureuse de te voir aujourd'hui. Eh ben, merci Marie, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ce que je te propose, c'est que tu vas te présenter à nos auditeurs pour qu'ils en sachent un petit peu plus sur toi. Oui, donc je m'appelle Marie Champet, j'ai 44 ans, je suis directrice juridique de Christian Dior Couture.
Alors, pour revenir un peu sur mon parcours, donc j'ai fait des études de droit, c'est classiquement à Paris 2. Maintenant, on appelle ça un master 1 en droit des affaires fiscalité. Un échange à Paris 2, ce qui était assez... j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Je ne vais pas vous tenir 3/4 d'heure, hein, mais je pense que c'est quand même un moment qui m'a marqué. J'ai eu la chance de faire un échange à Paris 2 avec une université américaine où j'ai fait du copyright, ce qui m'a donné envie de faire un master 2 en propriété intellectuelle. Après ça, 1 an de stage sur lequel je reviendrai plus tard, qui m'a aussi beaucoup marqué pour la suite. Le barreau de Paris, un LLM, barreau de New York. J'ai travaillé 6 ans en cabinet. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Accor, où j'ai travaillé pendant 12 ans, et j'ai rejoint la maison Christian Dior Couture il y a 2 ans, en plein confinement, le 1er avril 2020. Voilà. Merci Marie pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler d'écoute. Est-ce que tu auras un message déjà à faire passer à nos auditeurs? Oui, alors je pense que je suis ici pour témoigner principalement de ce qui a pu me marquer et de ce que j'essaye ou en tout cas de ce que naturellement je fais avec mes équipes et mon fonctionnement. Et c'est vrai que l'écoute proactive, parce que je sais que l'écoute active, ça a un sens bien précis pour les coachs, mais donc moi, je vais parler plutôt d'écoute proactive. C'est quelque chose qui, moi, m'a permis d'avancer dans mon parcours. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, avec mes équipes, de construire. Et donc, c'est ce témoignage-là que je voulais livrer aujourd'hui, de comment l'écoute, en fait, m'accompagne au quotidien. Et alors, Marie, une première question aussi. Nous aimerions savoir, enfin, nous aimerions que tu nous parles dans un premier temps de ton expérience en tant que collaboratrice. Alors, mon expérience, elle a été marquée par 3 rencontres en tant que collaboratrice. La toute première, c'est avec Pierre. Oui, Pierre, excuse-moi, je vais être obligée de parler de toi. Donc, il y a très exactement 22 ans. Et oui, ça ne rajeunit pas. Mais donc, après mon Master 2 et avant de faire mon LLM, j'avais décidé de faire 1 an de stage. Un stage en entreprise, un stage en cabinet, parce que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire et j'avais envie de voir un peu ce que c'était la vraie vie, à la fois en cabinet et en entreprise. J'ai commencé par faire un stage de 6 mois en avocat. Et après avoir fait ce stage, j'ai envoyé tout un tas de candidatures spontanées en entreprise. Et c'est Pierre Landy qui m'a répondu, qui m'a fait passer un entretien et qui m'a dit « Banco, tu commences lundi matin ». Et le jour où je donne cette anecdote parce que je l'ai souvent racontée et qu'elle m'a beaucoup marquée. J'arrive le lundi matin, donc premier jour de mon stage chez Yahoo, puisque Pierre, à l'époque, était directeur juridique Europe chez Yahoo. Il me dit « Ah non, mais c'est pas possible, tu peux pas venir travailler comme ça. Enfin, tu es beaucoup trop strict. Enfin, ta tenue, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. » Donc, j'étais en tailleur avec des petits talons. Enfin, je m'étais mise en style cabinet, parce que je sortais d'un stage de 6 mois cabinet. Donc, il m'a pas renvoyée chez moi, mais presque. Et donc, du coup, il m'a donné la tenue appropriée pour le lendemain. Et donc, rien que ça, le fait de pouvoir venir travailler en jean, en basket en 2000, ce qui était quand même assez rare même en entreprise, ça a été une découverte. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, Pierre, ça a été ma première rencontre. Dès que je suis arrivée, il m'a jetée dans le grand bain. Il m'a lancée dans des réunions, on me demandait mon avis. Il m'a emmenée avec lui en rendez-vous avec des clients internes, avec des avocats. Avec même la direction générale. Enfin, il m'a emmenée, j'étais vraiment dans son sac, partout avec lui. Il me demandait ce que j'en pensais. Il m'a fait des feedbacks, à la fois des feedbacks positifs, mais aussi des feedbacks de levier d'amélioration. Et en fait, j'ai découvert avec Pierre ce que c'était que le management et le leadership. Parce que clairement, il m'a emportée dans son sillage. Et il m'a ouvert les yeux, il m'a donné envie, en fait. Alors, Pierre, ne rougis pas, je t'en supplie. Mais c'est vrai que ce stage, il a été très marquant pour moi, parce que quand ensuite j'ai fait mon LLM et j'ai commencé à travailler en cabinet, je savais à l'intérieur de moi que ma carrière, elle était en entreprise.
Donc voilà, ces 6 années que j'ai fait en cabinet, ça a été 6 années que je n'ai pas du tout regrettées, pendant lesquelles j'ai beaucoup appris, qui m'ont énormément nourrie. Mais je savais, grâce à Pierre, qu'au bout du chemin, il y avait quelque chose qui m'attendait en entreprise. Ma deuxième rencontre, ça a été en entreprise. Donc, la deuxième personne qui m'a beaucoup marquée, et je dirais c'est mon deuxième mentor, c'est François Pinon. Donc, c'était mon directeur juridique quand j'étais chez Accor. Enfin, au bout de quelques années, il est arrivé et il a rejoint l'entreprise quand moi, j'étais en congé maternité. Et mon premier contact avec François Pinon, ça a été un mail que je lui ai envoyé pour lui demander une augmentation pour mon équipe. Donc, c'était un peu particulier. Donc, j'ai évidemment tourné le mail, relu, réécrit 25 fois avant de lui envoyer. Et ce mail a été suivi d'un coup de fil très sympa, très chaleureux, qui a duré peut-être 10 minutes, où l'affaire a été pliée très rapidement. J'ai été entendue et les choses ont été mises en action. Et quand je suis retournée au travail après mon congé maternité, j'avais donc rendez-vous avec François, un rendez-vous d'1 heure, qui s'est transformé en 2h30. Et je suis sortie de ce rendez-vous en me disant, mon Dieu, au secours, j'ai raconté beaucoup trop de choses, j'ai tout dit, tout ce que je pensais, au secours, ça va se retourner contre moi. Et en fait, pas du tout, parce que j'étais à un stade où justement, j'étais spécialiste en propriété intellectuelle et j'avais envie de m'ouvrir sur d'autres domaines. Et François m'a entendu et il a mis en action, en fait, des souhaits que j'avais émis. Alors, il n'a pas pris une baguette magique et il ne m'a pas donné tout de suite ce que je voulais faire, mais en tout cas, il m'a aidé à développer les soft skills qui m'ont permis ensuite de prendre le poste que j'avais envie de prendre. Donc, ça a été une deuxième rencontre, une deuxième écoute qui s'est transformée ensuite en quelque chose de concret qui m'a énormément apporté. Et la troisième personne qui a aussi marqué mon chemin en tant que collaboratrice, c'est Emmanuel Larère, qui était donc un des associés du département propriété intellectuelle chez Gide où je travaillais, à qui j'ai formulé le fait que je pensais que je n'avais pas vocation à être avocate à long terme, mais plutôt à travailler en entreprise. Il m'a entendue et grâce à lui, j'ai pu passer 2 journées chez des clients, une à Bruxelles et une à Amsterdam, où j'ai vraiment pu regarder de plus près le métier que je pensais être celui que je voulais exercer. Ça m'a confortée dans mon idée et il m'a soutenue dans ma démarche. Donc voilà, donc ces 3 personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont entendue et qui ont transformé mes aspirations, ce que j'ai exprimé, en actions concrètes pour que les choses puissent devenir réalité. Merci Marie pour ce retour d'expérience parce que c'est très parlant. Tu nous as montré que l'écoute, quand on en bénéficie, c'est extraordinaire et ça mène à des choses extrêmement chouettes qui impactent sur le reste de la carrière. Et quand on a préparé l'émission, du coup, tu nous as dit aussi qu'il y a eu un gros impact quand tu es passé manager. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette expérience quand tu es passé plus en encadrement d'équipe? Oui, alors je tiens à faire mon mea culpa parce que je pense que la première fois que j'ai eu à manager des personnes, je m'y suis très mal prise et je pense que si c'était à refaire, je ferais complètement différemment. Donc, je pense notamment à 2 personnes qui sont Angélique et Bégonia, qui se reconnaîtront. Je ne sais pas si elles écoutent ou pas. Mais voilà, j'étais très centrée sur mon expertise, ce que je devais délivrer. Et donc, je pense que je passais très, très peu de temps à échanger avec elles, à répartir le travail, à prioriser et surtout à écouter quelles étaient leurs aspirations à elles, ce qui leur convenait ou pas. Donc, je pense que de toute façon, comment on est avec son équipe, ça évolue, je pense, avec l'expérience, avec l'état d'esprit, avec la confiance qu'on peut avoir en soi et en les autres. Et je pense que chacun a sa façon d'être. Moi, ce qui est certain, c'est que les 3 modèles dont je vous ai parlé, ils m'ont marqué peut-être à plus long terme quand j'ai été en mesure vraiment de devenir manager, avec l'expérience qui s'est accumulée et avec l'observation aussi des autres, puisque je pense que l'écoute, elle vient aussi avec l'observation, parce que j'observe qu'autour de moi, il y a des émotions, il y a des choses qui se passent. Et si je veux les comprendre, il faut que j'aille poser des questions et ensuite, il faut que j'écoute. Donc, et je pense que ma première expérience de manager, à un moment donné, je me suis rendu compte que, en fait, je n'étais pas un manager, j'étais plus une experte qui travaillait avec 2 autres expertes. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions de comment je pouvais m'y prendre autrement. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qui me plairait, c'est peut-être de vous parler de ma dernière expérience managériale, donc le poste que j'occupe aujourd'hui, puisque c'est le plus frais dans ma tête.
Donc, j'ai pris ce poste chez Dior il y a 2 ans avec l'ambition, comme tout manager qui va prendre un nouveau poste, une nouvelle équipe, de faire quelque chose de formidable, de transformer, de faire en sorte que l'équipe, mais plus sérieusement, soit bien, à la fois ait sa place dans l'entreprise, que chacun individuellement ait sa place et donne le meilleur de lui-même, et que le collectif aussi soit heureux. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir bien individuellement, mais moins bien en groupe. Donc, et en général, c'est un cercle vertueux aussi qui doit se mettre en place. Donc, ce que j'ai fait en arrivant, donc, comme je vous disais, j'ai rejoint Dior en plein confinement. Donc, 1er avril 2020, tout s'est fait complètement online. Et j'ai commencé par, je pense, passer une semaine au téléphone avec toutes les personnes de l'équipe. Donc, tout le monde. Donc, les managers, les juristes, les paralegals, les stagiaires, mon assistante. J'avais des points d'1 heure, je pense, qui parfois ont duré 45 minutes, parfois 1 heure, parfois 1 heure et demie. Parfois, on a dû refixer des points. Donc, j'ai passé énormément de temps au téléphone ou en visio avec chaque personne de l'équipe pour comprendre déjà qui elles étaient, leur parcours, comment elles étaient arrivées chez Dior, quelles étaient leurs compétences, quelles étaient leurs appétences, quelles étaient leurs frustrations, quelles étaient les idées qu'elles avaient pour le département, si elles pouvaient changer quelque chose, par quoi elles commenceraient. Une semaine vraiment, en fait, 100% écoute active, en fait. Exactement, complètement. En parallèle, évidemment, j'ai rencontré mes pairs, mes clients internes, mais c'est vrai que je me suis vraiment centrée sur l'équipe. J'ai demandé à une personne de m'accompagner que je connaissais d'une ancienne vie chez Accor qui s'appelle Magali Rossello, parce que justement, j'étais seule à entendre et à écouter, et je me suis dit que c'était bien d'avoir une deuxième personne qui rencontre l'équipe, indépendamment de moi, qui ait ce biais d'être manager, qui peut présenter ce biais pour l'équipe, et donc peut-être qu'on ne me dit pas tout ou qu'on présente les choses un peu différemment parce que je viens d'arriver et qu'il y a aussi l'enjeu pour la personne qui va me rencontrer que ça se passe bien, donc ça rajoute du stress. Et donc, on a fait cette triangulation d'une certaine manière où moi, j'ai rencontré toutes les personnes, Magali les a rencontrées aussi, et le but pour moi de cet exercice, c'était d'avoir un bilan, un constat qui soit le constat de l'équipe pour l'équipe. Donc, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, c'est quoi en fait nos biais d'amélioration. Et ce que je voulais, c'était que ces constats ils soient authentiques, c'est-à-dire que je ne crois pas au manager qui a une illumination dans sa salle de bain ou qui arrive avec des idées préconçues ou une image qu'il peut avoir de l'équipe en disant non, moi je pense que cette équipe, il faut qu'elle fasse comme ci ou qu'elle fasse comme ça, je pense que son problème c'est ci ou c'est ça. Je pense que l'équipe a la solution en fait. Et le rôle du manager, c'est de faire sortir cette solution de la bouche des individus qui composent l'équipe. Voilà, donc, et c'est cet exercice que j'ai voulu faire. Quand on a restitué à l'équipe en fait les constats, il y a eu un oui unanime sur le fait que ces constats correspondaient bien à ce que chacun pouvait ressentir, avoir en tête. Donc, il y a à la fois aussi le cerveau et les tripes qui sont mis en jeu dans ce type d'exercice. Et le fait d'avoir ces constats, ça nous a permis en fait d'en tirer des actions concrètes, parce que je ne voulais pas non plus tomber dans l'écueil de « j'ai écouté tout le monde, c'est formidable, tout le monde a vidé son sac, maintenant je peux partir en réunion et c'est formidable ». Il fallait que ce constat, il se transforme en action et en initiative. Donc en fait, on a tiré très très rapidement de ces constats une liste d'initiatives et d'actions, et j'ai demander à chaque personne de l'équipe de choisir une initiative ou une action dont elle serait responsable pour le reste de l'année. Donc, on a fait un espèce d'énorme tableur Excel où il y avait, je ne sais plus combien de lignes, peut-être une 50aine de lignes. Donc, ça pouvait être des actions extrêmement simples comme des actions beaucoup plus compliquées. Ça pouvait être créer un who's who, créer un closier. Donc, c'était à la fois des sujets stratégiques de positionnement, et aussi très opérationnel il manque dans l'équipe un closier que tout le monde puisse utiliser, ou il faut mettre à jour tel ou tel template, mais aussi il faut concevoir un programme de formation pour nos clients internes, ce qui nous permet aussi de nous positionner différemment. Donc voilà. Pardon de t'interrompre, Marie. Non, je t'en prie. Du coup, est-ce que tu as demandé aussi aux stagiaires de s'en occuper ou il y avait des niveaux de… Oui, les stagiaires, tout le monde a été mis à contribution.
D'accord. Voilà, pas de distinction selon le niveau hiérarchique. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, j'ai passé autant de temps à découvrir les stagiaires que les juristes et toutes les personnes qui composent l'équipe. Et je trouve que c'est toujours intéressant justement de demander aux stagiaires comment ils sentent, comment ils ont été accueillis, ce qu'ils font au quotidien, parce que c'est voilà, c'est pour moi Tu une as fait ce que tu as catégorie vécu, à part. oui, t'as fait ce que tu as vécu, en fait, toi, en tant que stagiaire depuis, Complètement. en fait. Ok. Oui, ça c'est grâce à Pierre, bien sûr. Combien de personnes, Marie, dans ton équipe? Alors aujourd'hui, on est 25 en comptant les stagiaires. Voilà. À Paris. Donc, ensuite, il y a aussi des juristes qui sont à l'international. Ça, je n'ai pas mentionné, mais évidemment, je les ai tous rencontrés aussi. Donc, les juristes qui sont à l'international, il y en a à Moscou, à Shanghai, à Hong Kong, à New York. Donc, c'est des personnes aussi avec qui j'ai créé du lien très rapidement. Et dans ce constat, ils ont été interviewés au même titre que les juristes qui sont basés à Paris. Et mon ambition étant de créer une communauté juridique. Donc, j'ai fait des mini town hall parce que finalement, à nous tous, on n'est pas si nombreux que ça. Mais ce qui a permis en fait aux juristes qui étaient à Paris de rencontrer les juristes qui étaient dans les autres régions et de créer du lien, de trouver des points communs et des perspectives communes. Donc les juristes qui sont internationaux, j'échange avec eux régulièrement en one-to-one, mais aussi en format multi-région. Et justement, ces sujets d'écoute, donc on a compris que c'était extrêmement important, surtout à ta prise de poste. Comment tu continues à avoir cette écoute active au quotidien? Alors déjà, moi, je suis quelqu'un qui suis très attentive aux émotions. Donc, malheureusement pour moi, quand il y a une émotion qui apparaît quelque part, j'ai en général un bon radar et aussi, du coup, une appétence naturelle à aller chercher ce qui va pas. Donc, quand je perçois qu'il peut y avoir une situation complexe ou qui peut poser question, je vais investiguer. Mais au-delà de ça, je fais des one-to-one réguliers avec, donc c'est vrai, plutôt les managers maintenant de l'équipe. Mais je m'invite de temps en temps aussi aux réunions de pôle pour voilà, participer à leurs échanges. Je déjeune souvent avec l'équipe de façon assez informelle. Moi, j'aime bien déjeuner au bureau, me commander un truc et on a une espèce de salle à manger. Donc, je vais souvent déjeuner avec qui est là. Donc, je ne sais pas avec qui je vais déjeuner, mais c'est ceux qui sont là ce jour-là. Et donc, ça peut être justement les stagiaires, un juriste, enfin, peu importe qui est là ce jour-là. C'est vrai que… Marie, pardon, je t'interromps, mais là, en fait, on me souffle dans l'oreillette et l'oreillette s'appelle Pierre Landy, du coup, On a dépassé. qui me demande du coup de te poser la question du skip level. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le skip level, c'est l'horizontalité, c'est ça? Je vais essayer. Non, c'est le fait que tu n'hésites pas à parler uniquement à tes managers, mais à tes N-2 ou tes N-3, juste pour avoir d'autres perspectives que uniquement tes direct reports. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est essentiel en fait. Je pense que à la fois vis-à-vis de l'équipe, je trouve que s'arrêter à ses managers, c'est une approche passéiste du management. Enfin, je pense qu'on se coupe de beaucoup d'informations, de beaucoup de points de vue. Je pense que c'est très frustrant pour les N-2, -3, etc. Parce que pourquoi est-ce que le boss ne parle qu'à ses N-1? Parce que moi, je n'ai rien d'intéressant à lui apporter. Enfin, pour moi, c'est l'inverse d'un fonctionnement en mode valeur ajoutée. C'est-à-dire que chacun a quelque chose à apporter. Et on peut manager des gens qui sont beaucoup plus experts que soi. Et donc, moi, je peux avoir l'exemple de quelqu'un d'un N-1 dans mon équipe qui est manager d'une équipe et qui va avoir quelqu'un dans son équipe qui est super expert. Je vais aller voir le super expert pour lui poser la question super expert. Je ne vais pas aller voir son manager pour lui demander s'il peut aller poser la question à son super expert qui va revenir vers lui, qui va revenir vers moi, que je vais avoir encore une autre question. Enfin, voilà, je ne vois pas l'intérêt. Donc, moi, après, j'ai eu la chance aussi d'être élevée, entre guillemets, dans des organisations assez flat, où on va s'adresser à la personne qui sait qui a la réponse plutôt qu'en mode hiérarchique. Et ça serait impossible pour moi de revenir à un mode, justement, hiérarchique parce que je ne vois pas le sens que ça peut avoir.
Bien, Marie, alors du coup, est-ce qu'il existe des outils pour travailler sur cette écoute, pour travailler sur l'équipe? À ton avis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Alors, je sais qu'il y a plein de choses, il y a plein d'outils, il y a plein de moyens de se faire aider justement pour comprendre, pour écouter, pour comprendre l'autre, parce qu'il y a l'écoute, chacun peut le faire à sa manière, mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui permettent de gagner beaucoup, beaucoup de temps, en fait, pour moi. C'est plutôt ça. Alors, j'ai 2 exemples. Le premier, c'est un accompagnement. Alors, Pierre encore, et je vous assure que ce n'est pas Pierre qui m'a demandé d'en parler, mais il se trouve que bon, je suis obligée d'en parler quand même. Pierre, il y a assez longtemps maintenant, je dirais peut-être 7-8 ans, lorsque j'étais donc chez Accor, et à l'époque, j'étais en charge du pôle IP Digital IT. Accor connaissait sa première grande transformation digitale, et Pierre venait de quitter son poste chez Yahoo, et je me suis dit, qui mieux que Pierre peut nous aider à traverser ou à surmonter notre évolution digitale, à nous, juristes, parce qu'en fait, on changeait d'interlocuteur, on changeait d'enjeu, on était enfin, voilà, sur des problématiques complètement nouvelles. Et Pierre nous a fait faire un exercice qui est celui des forces. Donc il est venu avec un petit livre qui s'intitule Strengths. Il nous a fait travailler sur un questionnaire. Et grâce à ce questionnaire, on a pu découvrir en fait qui on était dans ce livre. Et donc, chacun a lu individuellement le livre et le chapitre qui correspondait à sa personnalité, à ses forces, et a lu le chapitre qui correspondait aux forces de l'autre. Et ça a été un éclairage hyper utile. Déjà, une façon de faire qui était très sympa, ludique, et qui sortait un peu du cadre. Et une façon de découvrir les autres dans l'équipe qui était vraiment intéressante. Donc ça, c'est la première chose. Et parmi les différents exercices qu'il nous a fait faire, il y en a un que j'ai trouvé particulièrement pertinent, qui était celui de se poser 3 questions extrêmement simples. La première étant, et donc à titre collectif, donc chaque personne de l'équipe répondait à ces 3 questions, et ensuite on confrontait les réponses. La première était, qu'est-ce que je fais parfaitement bien et que j'adore faire ? La deuxième question, c'est qu'est-ce que je fais parfaitement bien et que je ne supporte plus de faire, parce que justement, je fais tellement bien que tout le monde me demande de le faire. Et qu'est-ce que je ne sais pas faire et que j'adorerais apprendre à faire. Et en fait, ces trois questions, elles ont généré déjà un éclairage sur les personnes de l'équipe génial, parce que jamais je me serais douté que mon voisin de droite, il supportait plus de faire ce qu'il fait tellement bien. Ou que mon voisin de gauche, il rêve de faire ce que moi, je fais super bien, que je ne peux plus faire. Je ne peux plus supporter de faire. Et rien que ça permet de découvrir l'autre, et ça donne des suggestions de réorganisation. C'est des quick wins, en fait, très simples. Donc ça, c'est mon expérience, Pierre. Et ma deuxième expérience, je suis désolée, mais elle est avec toi, Lyndia. Puisque Lyndia, on a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années aussi, puisque tu as accompagné une personne de mon équipe il y a quelques années en coaching, mais tu as aussi permis à certaines personnes de mon équipe de participer à la formation au théâtre. Et à cette occasion-là, on avait échangé sur le process-com et sur le process-com à titre individuel et à titre d'équipe. Et j'avais gardé cette petite graine dans ma tête qui était d'appliquer la process-com à l'équipe. Et c'est ce que je t'ai demandé de faire l'année dernière. Donc, on a fait la process-com de l'équipe. Donc, je te laisserai expliquer ce que c'est, parce que je n'oserais pas me lancer dans cette définition devant toi, parce que ça va être terrible. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une expérience à la fois émotionnelle, puisque quand on décide de faire cette démarche de process-com à titre individuel, c'est une introspection. On découvre des choses sur soi, on revient sur son histoire, parce que c'est ce qui nous définit, pour découvrir ce qu'est sa petite maison, parce que tu expliqueras certainement ce que c'est. Mais c'est aussi très ludique parce qu'on l'a fait en équipe et qu'on s'est prêté à l'exercice de deviner quelle était la petite maison de l'autre. Et c'était un exercice de tolérance parce qu'en fait, ça permet de comprendre pourquoi telle ou telle personne dans son équipe réagit ou ne réagit pas dans telle ou telle situation, pourquoi il lui faut plus de temps pour digérer ou pourquoi elle peut s'énerver.
Et en fait, c'est un éclairage, voilà, je trouve, qui a permis, en tout cas dans mon cas et pour mon équipe, qui a apporté beaucoup de respect et beaucoup de respect sur ce qu'est l'autre, comment l'autre est défini et comment je dois m'adapter en fait à la personnalité de l'autre pour mieux le comprendre, mieux communiquer et finalement pour mieux travailler ensemble. Et voilà, et ça, c'est un exercice que l'équipe a adoré parce qu'il y avait à la fois cette profondeur et ce jeu qui ont fait qu'on n'a pas vu le temps passer et qu'on en est sortis très unis, avec un lien très fort. Et aujourd'hui, encore, on se dit « Ah non, mais toi, tu es travailleuse, tu as besoin de cadre, 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu es rebelle, donc oui, alors voilà, ça va être n'importe quoi, etc. » Mais finalement, tu vas finir par t'y habituer. Moi, je suis base empathique, phase empathique, donc la suradaptation. Donc, les gens de mon équipe le savent maintenant et je pense qu'ils en sourient certainement. Mais voilà, donc ça, c'est un outil qui m'a énormément plu. Et pour revenir un petit peu dans le contexte dans lequel ça s'est fait avec ta demande, Marie, je précise que ça faisait, je crois, 1 an à peu près que tu étais arrivée, Oui. ou 1 an et demi, hein, c'est ça, 1 an et demi que tu étais arrivée chez Dior en plein confinement, comme tu l'as dit. Donc, c'était quand même pas évident pour travailler sur le collectif, hein. Cette période a été compliquée pour les équipes, pour toutes les équipes. Et en fait, tu m'as fait cette demande de dire j'ai besoin qu'on travaille, qu'ils apprennent à mieux se connaître et comment apprendre à mieux travailler ensemble. En sachant que, voilà, on a besoin de créer du lien. Il y avait eu une histoire aussi avant qui était différente de ce que toi, tu allais apporter. Donc, tu voulais être sûr de raconter une nouvelle histoire avec cette équipe. Et d'ailleurs, quand on travaille comme ça sur l'idée du collectif, de la cohésion d'équipe, je demande au commanditaire, donc Marie en l'occurrence, de me donner un titre qui va influer sur toute la préparation de ces journées, parce que ça représente pas mal de journées de travail. Et tu nous as donné ce titre que je trouve très beau et évidemment très en lien avec Dior, c'est l'étoffe des héros. Et en fait, toutes nos journées de travail, on avait une affiche avec évidemment des magnifiques tenues Dior. Enfin, je me suis beaucoup régalée à rajouter des visuels sur les slides qui parlaient à tout le monde. Et c'était l'étoffe des héros, où ça va nous emmener. Et on a fait un premier temps de travail sur une formation, la découverte du modèle ProcessCom pour toute l'équipe. Ensuite, on a fait un débriefing individuel pour chacun des participants, chacun des membres de l'équipe. Donc, ce que disait Marie, c'est là où on fait vraiment un vrai travail d'introspection pour comprendre voilà, quelles sont mes forces, quelles sont mes motivations, quels sont mes besoins psychologiques. Et puis, on est arrivé au bout de cette formation pour se retrouver quelques semaines plus tard en extérieur, dans un lieu complètement dédié à la journée de cohésion d'équipe, qui était magnifique d'ailleurs, qui était très bien choisi, loin de Paris, et c'était parfait. Et on a réuni l'équipe sur toute une journée, et là, on s'est focalisé sur l'équipe, le profil de l'équipe. Qu'est-ce que ça raconte? Quels sont les besoins de cette équipe? Qu'est-ce qu'au contraire, là où l'équipe a le moins d'énergie disponible, comment on va aller chercher ça? Comment on gère ensemble un plan d'action? Qui va apporter la dose de structure dont on a besoin, mais qui va apporter du fun? Qui va apporter une vision de loin, la vue d'avion? Et donc, du coup, on a identifié en fait qui pouvait faire quoi et comment. Et comme tu le dis, Marie, c'est d'un seul coup, on comprend que oui, ton voisin de droite ou ton voisin de gauche n'ont pas les mêmes choses à apporter, mais que surtout, on ne peut se passer d'aucune de ces énergies dans une équipe. Et l'erreur serait de s'entourer de gens qui te ressemblent. Là, tu as insisté sur l'empathie. Bien sûr que tous les membres de ton équipe n'ont pas une base empathique, et heureusement. Voilà, donc c'est cette richesse-là qui a fait qu'aujourd'hui, j'espère et je suis ravie de l'entendre que vous vous en servez encore, bien sûr, et que vous continuez à dédramatiser des situations, en fait. Mais je te redonne la parole, Marie, évidemment, mais voilà, je voulais expliquer un petit peu plus en profondeur l'histoire qu'on a racontée et qu'on a vécue ensemble. Merci beaucoup, Lydia, et merci, Marie. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause chronique, et du coup, avant qu'on laisse la parole à Marie pour les questions, si ça te va, Marie, bien sûr. Très bien. Oui.
Merci. Et bien, on lance les chroniques et je lance le jingle de Lyndia. Donc, à toi, Lyndia. Pardon, je suis ingénieure son stagiaire. Jingle. Alors, du coup, on continue. Alors, effectivement, comme le disait Pierre dans le chat tout à l'heure, je me permets de faire quelques révélations, mais Pierre nous envoie des petits messages au fur et à mesure. Et Pierre disait, on va croire qu'on a payé Marie pour parler de votre travail. Je vous assure que non. Alors, Marie, en tant que juriste, tu peux préciser, en tant que directrice juridique, que tu ne nous as pas payé. Non, c'est complètement, ma payé. participation est complètement gratuite. Je viens libre de toute contrainte. C'est vrai que là, tu fais un peu notre pub sans le vouloir, mais écoute, c'était un vrai témoignage. Voilà, après, vous êtes deux personnes que j'ai rencontrées il y a vraiment beaucoup d'années sur mon chemin. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes co-animateur de cette chronique et je suis très heureuse de vous retrouver voilà, dans ce contexte-là. Mais il se trouve qu'objectivement, vous m'avez tous les deux beaucoup apporté, donc je suis obligée de le dire. Et puis le thème, c'est l'écoute, donc voilà. Tu nous fais rougir, c'est bien, on redonne des couleurs à Pierre, qui était un peu blanc, et là, c'est bien, il reprend, les joues sont un peu plus roses depuis que Marie est arrivée sur le plateau. Alors, je vais poursuivre comme ceux qui nous ont suivis sur la dernière émission m'ont entendu parler justement de la ProcessCom, la transition sans transition, parce qu'on est vraiment dedans dans le sujet. Et j'avais fait intervenir en fait 6 chroniqueuses différentes avec chacun un type de personnalité. Donc, j'avais joué les 6 personnages et je vous avais dit aujourd'hui, on va faire un focus. Alors, encore une fois, c'est pas voulu, mais c'est comme ça, comme quoi il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, on va parler de la base empathique. Alors, pour une petite piqûre de rappel, évidemment, sur la ProcessCom modèle. Marie, c'est bien, ça va te réouvrir tes antennes sur le sujet. C'est un modèle donc, qui repose sur de longues recherches scientifiques, comme les neurosciences, mais aussi sur l'intelligence émotionnelle. Et ce modèle, il est né dans les années 70 grâce au docteur T.B. Keller, qui pendant des années a déroulé des scénarios en fonction des comportements et définit 6 types de personnalités. Alors, je précise que T.B. Keller est toujours en vie. Et actuellement, on a la chance, en tant que coach certifié, de pouvoir le voir chaque année. En fait, on le voit en visio, évidemment, mais on a des rendez-vous avec lui, en fait, pour le modèle continue, ne cesse d'évoluer. La preuve, il y a des mots qui ont changé aussi cette année. Et c'est, je trouve, très sécurisant aussi de savoir que ce n'est pas un modèle qui est gravé dans le marbre, mais qui évolue en fonction de la société dans laquelle on vit et de l'environnement dans lequel on vit. Alors, 6 types de personnalités, les analyseurs, qui étaient avant les travaillomanes, on les appelle aujourd'hui les analyseurs, les persévérants, ça n'a pas changé, les empathiques, Marie, les imagineurs, qui étaient avant les rêveurs, on les appelle des imagineurs maintenant, les énergiseurs, ça c'est pour notre ami Pierre Landy, qui en a besoin d'énergie, mais qui en a encore. Et puis, nous avons les promoteurs, les personnes d'action. On en parlera dans la prochaine chronique, d'ailleurs, des promoteurs. Donc, on considère aujourd'hui que cette intelligence émotionnelle, elle a plus d'importance pour la performance. Et Marie, c'est ce que tu viens de nous témoigner, pour la performance, pour le succès et pour plein de choses que les fameux tests de quotient intellectuel. La conscience de soi, le fameux « connais-toi toi-même », est indispensable pour développer une bonne gestion de soi. Donc, la gestion de soi, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion de notre énergie, c'est la gestion de notre motivation, c'est aussi la gestion de notre stress. Donc ça, c'est indéniable, c'est bien comprendre sur quoi on est construit. Et donc, en utilisant ce modèle, je vais accroître mon aptitude à mieux comprendre l'autre. Et tout cela pour avoir une bonne gestion de la relation. Alors, on va rentrer un petit peu aussi sur 2 sujets phares, en tout cas les 2 piliers de la ProcessCom, et ça, j'en reparlerai, qui sont la manière de dire les choses, donc le processus, a plus d'importance que ce que je dis. Imaginons, je vais demander à Audrey de me demander, Audrey, tu vas me poser la question, tu vas me dire comment ça va, Lyndia? Comment ça va, Lyndia? Ça va, Audrey, ça va.
Vraiment? Comment je vais, Audrey, si je te réponds comme ça? T'as pas l'air au top là du coup, hein? Non, j'ai pas l'air au top. Et pourtant, je te dis, ça va, Audrey, ça va. Mm. Mais c'est ma manière de dire, on est bien d'accord, qui change tout. Hein, les mots n'ont pas changé, mais ma manière de dire change tout. Et puis, le deuxième pilier aussi de la ProcessCom, c'est que nous développons tout au long de notre vie plus ou moins des 6 types de personnalités. Donc, on les a tous, la fameuse petite maison dont parlait Marie tout à l'heure, parce que c'est représenté sous une petite forme. Les résultats sont représentés sous une forme de petite maison à 6 étages. Et tout au long de notre vie, en fait, on les développe plus ou moins, mais en tout cas, ils sont là, ils sont présents. Et ça se développe en fonction de notre histoire de vie, de notre environnement, de nos stress positifs ou négatifs. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de Marina, la fameuse chroniqueuse qui, il y a 15 jours, nous remercie Audrey, remercie Pierre, parlait de son ressenti par rapport à l'émission et qu'elle était très heureuse d'être là, elle prenait le temps de dire les choses. Ça, c'est notre base empathique. La base empathique, c'est important de le savoir pour tout le monde, puisque ça représente 30% de la population. Vous imaginez, 30% de la population a une base empathique, avec une majorité de femmes. Mais 30% de la population, ça veut dire que même en termes de prise de parole en public, quand on prend la parole devant une assemblée, ben, il faut savoir que vous avez à peu près 30% des personnes qui ont une base empathique dans l'assemblée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bases empathiques? Comment on doit leur parler? Sur quel canal de communication on doit aller? En tout cas, on doit l'intégrer dans notre discours. Les bases empathiques, alors je suis désolée, mais Marie, je ne peux que surligner ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est vraiment les mots que tu as employés, perçoivent le monde à travers le filtre de leurs émotions. Tu as énormément parlé d'émotions, de ressentis, tu as dit que tu avais les antennes toutes grandes ouvertes. Dès qu'il y avait une émotion, hop, tu la prenais et tu essayais de la comprendre et de la disséquer. Ben voilà, c'est ce que font les bases empathiques, c'est elles voient le monde à travers leurs émotions. Donc, c'est le cœur, en fait, qui parle en premier. C'est l'émotionnel en premier. Elles perçoivent le monde à travers leurs émotions et elles commencent donc à ressentir des émotions par rapport aux personnes, aux situations et aux choses. Les points forts d'une personnalité de base empathique sont chaleureuse, compatissante et sensible. C'est les 3 points forts de la base empathique. Chaleureuse, compatissante et sensible. Ces besoins psychologiques sont d'être reconnus en tant que personne. Ce n'est pas être reconnu pour son travail et ses compétences, comme on le verra avec les persévérants ou les travaillomanes, mais c'est être reconnu pour elles, pour qui elles sont elles. D'où le besoin de ressentir un sentiment d'appartenance à une équipe ou à un groupe. C'est important de se sentir bien dans l'environnement dans lequel on est, dans l'environnement dans lequel on travaille, d'être dans de bonnes conditions avec des bonnes personnes avec qui on s'entend bien. Ça, c'est vraiment essentiel pour une base empathique. Sinon, c'est la catastrophe. Et c'est la première chose, en fait, qu'elles vont aller chercher. Je vois Audrey qui sourit, qui doit se dire « Oh, j'en ai un bon taux également. » Je le vois sur ton visage. Je pense que je fais partie d'un tiers des gens dont tu parles, en effet. Peut-être. La question existentielle, on a tous une question existentielle comme ça qui est derrière nous en permanence, en fait, qui drive un peu notre vie. La question existentielle de la base empathique, c'est « suis-je aimable ? Suis-je digne d'être aimé ?» Donc, en fait, la personnalité de base empathique va tout faire pour être aimée. Aimée par ses pairs, aimée par ses équipes, aimée par ses amis, aimée par son entourage. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quel est, à votre avis, je vous le demande à vous, Audrey et Marie, quel est, à votre avis, le mot le plus difficile pour une base empathique? Non. Et non. Et oui, vous avez raison, le non, c'est quelque chose de très, très compliqué pour les bases empathiques. Parce que si je dis non, il se passe quoi? Si je dis non, je vais avoir l'impression, je vais avoir le sentiment que l'autre ne va plus m'aimer. Si Audrey me demande de travailler sur un dossier et que je lui dis non, Audrey, elle ne va pas me trouver sympa. Donc, même si je suis surchargée de travail, je vais dire oui à Audrey parce que je veux qu'Audrey me trouve sympa et je veux être aimée par cette personne-là.
Donc, d'où la problématique, souvent en premier degré de stress, comme on l'appelle en process-com, la problématique de la base empathique, c'est de ne pas savoir dire non. Voilà, et en fait, le premier degré de stress, elle va se suradapter. C'est-à-dire, je vais faire ce que l'autre attend que je fasse. Je fais ce que l'autre attend que je fasse. Donc, beaucoup d'entre vous, sans doute, vont se reconnaître dans cette base empathique. Et c'est comme ça, alors, ce n'est pas une baguette magique, c'est juste d'en avoir conscience. Déjà, c'est énorme, c'est la moitié du chemin. D'en avoir conscience et de se dire, ah oui, j'en ai peut-être une sérieuse dose, il faut peut-être que je sois vigilante là-dessus. Il va peut-être falloir que j'apprenne à dire non. Parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas dire oui à tout, ce n'est pas possible. Sinon, voilà, on arrive très vite à des situations impossibles. Le deuxième degré de stress, quand on monte encore d'un cran, alors heureusement c'est moins fréquent, le deuxième degré de stress de la base empathique, ce sont des personnes qui vont faire des erreurs involontaires et stupides. Des erreurs qu'elles n'auraient pas faites en temps normal. Et quand je vous dis des erreurs stupides, c'est une personne qui va arriver à l'aéroport et qui va se dire « mais j'ai oublié mon passeport ». Le truc complètement stupide, idiot, qu'elle n'aurait pas fait en temps normal. Voilà, ça c'est un peu à force de se suradapter, de jouer voilà, au sauveur tout le temps, il y a un moment donné, il y a des couacs. C'est ça une base empathique. Donc encore une fois, attention, pas de jugement de valeur, c'est pas mieux d'être travaillomane ou persévérant que empathique, surtout pas, aucun jugement de valeur, c'est notre personnalité, c'est votre façon de voir le monde et c'est pas mieux ou moins bien qu'un autre. C'est juste d'en avoir conscience. Et puis, la dernière chose sur laquelle j'interviens sur cette chronique, c'est comment on se connecte à une base empathique. Parce qu'évidemment, là, on en a une de source sûre dans cette émission, mais vous en avez sans doute de toute façon autour de vous, et je pense à nos auditeurs, bien entendu. Eh bien, comment on se connecte avec une base empathique? On va s'intéresser authentiquement à la personne. C'est-à-dire que si je reconnais que Géraldine a une base empathique et que je demande à Géraldine « Comment tu vas, Géraldine, aujourd'hui ?» je lui pose réellement la question. Et j'ai vraiment envie de savoir comment elle va. Et ça, c'est important pour elle. Et là, si elle sent que j'ai de l'empathie, eh bien, du coup, elle sera à 100% de ses capacités pour bien bosser avec moi. Donc, je m'intéresse authentiquement à la personne, je l'écoute avec empathie, je montre de la compréhension lorsque la personne rencontre des difficultés. Et puis, on va chercher de façon conviviale des solutions, ce qui lui permettra de progresser et de résoudre le problème auquel elle est confrontée. Et c'est surtout l'assurer de son soutien et de sa disponibilité. Est-ce que vous reconnaissez autour de vous, alors Pierre, il a le droit de me faire un signe aussi, mais est-ce que vous reconnaissez, Pierre, Marie et Audrey, des bases empathiques autour de vous, que ce soit dans votre vie pro ou votre vie perso? Oui, je crois que oui. Ah oui, forcément, on est d'accord. Nos auditeurs aussi. Nos auditeurs, sans doute, vous avez le droit, Pierre répond dans le chat, vous avez le droit de répondre. Est-ce que vous reconnaissez autour de vous, dans votre contexte familial, peut-être aussi des bases empathiques? Je m'arrête là parce que je vais trop loin et j'ai mon timekeeper dans l'oreillette qui me dit « Attention, Lindia, tu parles trop ». Eh bien, sur le prochain épisode, on parlera de la base promoteur. Et maintenant, c'est à Audrey. Merci, Lindia. Je lance moi-même mon jingle, du coup. Excusez-moi, elle est partie 2 fois, mais bon, une fois suffit. Du coup, je vais vous parler aujourd'hui d'écoute parce qu'on a parlé avec Marie, Pierre m'a parlé il y a 15 jours et puis c'est un sujet évidemment qu'adore Lindia aussi. Donc je me suis dit que j'allais aussi en parler, mais côté recrutement, parce que évidemment c'est extrêmement important lors d'un recrutement d'avoir une vraie écoute. Alors, l'écoute elle est primordiale évidemment durant ces entretiens d'embauche que vous passez ou que vous faites passer. Donc recruteur, directeur juridique, fiscaux, associés, manager, chasseur de tête, notre rôle, il est de vous écouter. Vous écoutez, vous, ce que vous avez à dire et aussi comment vous le dites. Car évidemment, votre CV est important, ce que vous avez fait, vos réalisations, vos échecs, vos apprentissages. Et ce qui est important également, c'est comment vous présentez les choses. Et évidemment, Lindia en a parlé juste avant et je ne peux qu'approuver avec ma partie de recruteuse.
Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir quand vous dites les choses et à quel moment votre œil brille, quel sujet vous passionne, ou au contraire, à quel moment votre voix devient monotone lorsque vous parlez d'un sujet qui vous ennuie profondément. Oui, ça s'entend en entretien d'embauche. Donc, lors d'un entretien, c'est à moi de lire entre les lignes, d'écouter activement et vraiment votre histoire. Comment vous parlez avec passion, par exemple, d'une opération d'acquisition transfrontalière, il y en a que ça passionne, ou de contrat qui a pris, ce contrat qui a pris des mois, que vous avez enfin finalisé en accompagnement des équipes commerciales, ou de cet accord collectif que vous avez ardemment négocié avec les instances du personnel, ou encore de la mise en place d'outils lorsque vous avez créé la fonction juridique au sein de votre entreprise. Toutes ces réalisations, vos fiertés, vos préférences et même ce que vous affectionnez moins, pour les entendre, vous devez nous les dire en fait en entretien. Donc avec vos mots, mais aussi avec vos sourires, vos gestuels, et je dirais même surtout la gestuelle. Votre rôle, il est très important lors d'un échange avec un recruteur. Vous devez nous donner les clés pour comprendre vos envies. Hier, je déjeunais justement avec une directrice juridique qui se met à l'écoute du marché. C'est d'ailleurs une fidèle de l'émission, alors j'en profite pour la saluer. Je lui parlais de cette chronique que j'avais en tête et que je n'avais pas encore couchée sur mon clavier, j'avoue. Donc d'ailleurs, un jour, on vous racontera tous les dessous, en fait, toutes les conversations WhatsApp à la pas d'heure entre India, Pierre et moi. Mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Il y a encore trop de choses secrètes dans ces conversations. Mais revenons à cette directrice juridique. Voilà, elle a commencé à me parler de son projet, de ses envies, de ce qu'elle ne voulait plus faire, de la façon dont elle voulait travailler, avec qui, avec quel positionnement. Et je lui ai cité quelques mandats que j'avais lus par le passé pour essayer de comprendre aussi si ça pouvait l'intéresser. Et ce qu'elle m'a répondu, avec les yeux brillants d'enthousiasme, c'est oui, c'est exactement ça que je recherche. Même chose la semaine dernière avec un autre profil à qui j'ai parlé d'un mandat auquel elle ne correspondait mais pas du tout. Et pourtant, super personnalité pour le poste. Donc, j'ai pensé à cette avocate pour ce poste-là, parce qu'au moment de l'entretien, elle était sincère avec moi. Elle m'a expliqué les choses avec une certaine façon qui m'ont fait penser à ce mandat-là. Et si elle me les avait dites autrement, peut-être que je n'aurais pas pensé à elle. Donc, petit conseil, si vous détestez vraiment le corporate, les PV d'AG ou ce genre de choses, ça ne sert à rien d'en parler avec passion parce que sinon, il y a des chances que je vous propose un poste en corporate et ce serait dommage d'aller vers quelque chose que vous détestez. Voilà. Donc, en entretien, n'ayez vraiment pas peur d'être sincère. Petit clin d'œil aussi à une autre candidate à qui j'ai parlé hier d'un poste qui m'a répondu spontanément, je cite, « Ah, le poste, il est canon. Ah ouais, mais non, mais j'adore. » Et elle m'a même dit, « Ah non, mais le kiff total. » Je la cite pour le coup. Donc, si elle est là, elle va sans doute se reconnaître. Elle m'a même d'ailleurs envoyé un mail après pour être vraiment certaine que j'avais compris son enthousiasme. Donc, si elle nous écoute, vraiment, j'ai totalement compris et je ne pouvais pas être plus claire. Et je leur remercie parce que j'ai vraiment compris que le poste l'intéressait vraiment, que ça pouvait vraiment correspondre. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Il y a aussi une chose extrêmement importante, c'est de reformuler en entretien. Et moi, j'essaie vraiment de le faire à chaque fois. C'est de reformuler ce que j'ai compris en fait du projet de la personne et que la personne puisse aussi reformuler. Donc, c'est une manière de valider que moi, j'ai bien compris votre projet et que la personne a bien exprimé ce qu'elle voulait faire ensuite. Si la reformulation n'est pas en adéquation à ce que vous voulez faire, c'est que soit le recruteur n'a pas été avec une écoute très active, soit vous avez peut-être manqué de sincérité. Dans ce cas-là, pas de souci, on reformule, on prend le temps et comme ça, chacun repart de l'entretien avec les bonnes informations. Et je vais terminer par une citation, parce que ça faisait longtemps. Donc, je fais une petite recherche hier. Donc, une citation de Sue Patton-Toole, qui est psychothérapeute et écrivaine américaine, qui dit « Une oreille attentive est exceptionnelle aussi bien pour celui qui écoute que pour celui qui parle. Lorsque nous sommes reçus à cœur ouvert, sans être jugés, qu'on écoute d'une oreille intéressée, notre esprit s'ouvre. » Et je peux vous assurer que c'est aussi le cas dans le cadre d'un recrutement. Eh bien, je finis ma chronique moi-même, ce qui est un peu bizarre. Du coup, donc on va passer rapidement aux questions pour Marie. Du coup, Marie, on a des questions dans le chat. Pardon que je passe de la chroniqueuse à la re-questionneuse d'un seul coup. Une question de Guenièvre, je crois. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux. Du coup, Lindia, si ça y est, je l'ai retrouvée. Est-ce que tu peux dire que les empathiques, Lindia, et d'ailleurs je m'adresse aussi à Marie, est-ce que vous pensez que les empathiques sont majoritairement des femmes ? Oui, alors effectivement, dans les résultats, dans les diagnostics en fait qu'on a, on a 75% de femmes chez les empathiques, oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y avait une question pour Marie dans le chat aussi? Je crois qu'il y en avait, Lindia, du coup. Ou peut-être que Pierre, tu l'as. Je vais regarder de nouveau. En attendant, Lindia, tu peux donner les profils autres, le pourcentage des profils autres que les empathiques? Tu as dit 30%. Oui, alors on a chez le promoteur, c'est 5%. Le promoteur, le persévérant et le travaillomane, c'est 10%. Nous avons les rebelles également qui sont à peu près à 10%.
Promoteur 5, les rebelles, oui, 10%. Je vous redonnerai précisément après hommes-femmes, parce que des fois, ça peut intéresser. Des fois, ça agace quand je dis la différence entre les hommes et les femmes. Alors, je n'ose plus en parler, mais vous voyez, là, on a eu la question. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Nos rêveurs, qui représentent à peu près aussi 10% de la population. Voilà, et ça, on est bien d'accord que les chiffres sont au niveau mondial, hein. C'est dans le monde entier. La PCM, la ProcessCom est partout dans le monde. Et les comportements, en fait, sont les mêmes. Les problématiques émotionnelles sont les mêmes, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. On pourrait croire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, voilà, on est bien sur les mêmes problématiques. Merci Linda, j'ai retrouvé la question. Comme vous pouvez le voir, en fait, on se rend compte, et ça on le savait déjà, qu'on est quand même encore mieux avec Pierre, du coup, même si Linda et moi, on a tout fait pour reprendre les rênes, puisque l'enchaînement n'était pas au top. Mais heureusement, on a retrouvé la question pour Marie. Alors, Marie, il y a une question de Guenièvre aussi qui dit voilà, comment fait-on pour ne pas non plus devenir un manager autorisant trop les émotions, les discussions trop longues, en étant très à l'écoute des empathiques. Voilà, est-ce que c'est un risque pour le coup auquel il faut faire attention? Est-ce que tu as un avis là-dessus, Marie? Bah, je pense que c'est justement quand on a conscience qu'on est empathique qu'on fait attention à ça, justement, de ne pas tomber dans trop d'empathie ou dans la sympathie, justement. Et je pense que c'est avec l'expérience, le recul, etc. aussi qu'on apprend à poser un certain nombre de limites et aussi à faire la part des choses entre l'émotion perso, l'émotion pro. Enfin, voilà. Donc, je pense que le fait de se connaître nous permet de gérer mieux sa propre émotion et aussi de se dire « Attends Marie, fais un pas de recul. Là, c'est ton émotion qui parle. Là, il faut peut-être voilà, aborder les choses différemment. » Mais bon, après, c'est difficile de lutter contre sa nature, mais le fait de se connaître soi-même permet aussi de mieux gérer ça. Ok, merci beaucoup Marie. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, un message que tu voudrais faire passer avant de laisser tout le monde? Écoute, je rebondis sur ta chronique où tu disais que tu as eu un échange avec une candidate qui t'a dit « Ah, mais quel kiff, génial !» C'est l'histoire. En fait, c'est ce que je souhaite à tout le monde, à tout le monde, c'est de s'éclater dans son boulot. Je pense qu'au-delà de l'écoute, des émotions, du management leadership, je pense qu'on ne peut pas être plus heureux que quand on s'éclate à ce qu'on fait. Et je pense que c'est… Voilà, je souhaite à tout le monde de kiffer l'instant présent. Eh ben, merci Marie pour ce mot de la fin qui, je pense, ne pouvait pas être mieux. Donc, merci beaucoup. On a été ravis et je crois que Lydia, tu as quelque chose à rajouter. Oui, parce que j'ai juste aperçu quelqu'un parler dans le chat qui disait toujours difficile, c'est Cathy. Toujours difficile de dire non par peur de décevoir l'autre. Alors à ça, en fait, la réponse, c'est qu'on ne dit pas non à quelqu'un, on dit non à quelque chose. Et c'est pas, je dis pas non à Audrey, je dis non au fait que je ne vais pas gérer techniquement les jingles, Audrey. Je prends un exemple complètement au hasard parce que c'est pas arrivé, mais si Audrey me disait Lindia, tu lances ce jingle, je dirais non Audrey parce que techniquement je sais pas le faire. Et donc c'est pas non à Audrey pour que Audrey, j'ai peur qu'elle ne m'aime plus, c'est non à quelque chose. Et ça se travaille en PNL, ça se travaille avec tout un tas d'autres choses aussi, la communication non violente, la CNV, mais apprendre à dire non, ça pourrait être le sujet d'une chronique. C'est un vrai travail aussi, mais très intéressant. Mais je suis désolée, je voulais que tu aies le mot de la fin, Marie. Alors, tu vas nous trouver autre chose, Marie, pour le mot de la fin, dernier. Ou Pierre. Non, je souhaite à Pierre un bon rétablissement. Je le remercie d'avoir participé à la chronique alors que voilà, il est fatigué et pas super en forme. Mais voilà, merci Pierre. Merci à toi Marie, merci Lindia, merci Pierre évidemment. Il est temps de vous annoncer la prochaine émission qui aura lieu mardi 7 juin à 12h pétante comme d'habitude. Notre invité, ce sera Arthur Sauzet qui est du coup en charge en fait de digitaliser les directions juridiques et des avocats. Comme influenceur pour le coup, il va nous raconter tout ça et on parlera de marketing de la fonction juridique notamment en entreprise. Merci Marie encore, merci à tous. On vous dit à très vite et passez une très belle semaine. À très bientôt. Je lance le jingle. À bientôt. Merci. Il arrive. On danse. How it feels, everybody wanna see what it's like.
Merci à tous, à bientôt.